Bienvenue dans les histoires prénataux, un podcast qui vous plonge avec sincérité et bienveillance dans les coulisses de la parentalité, de la santé de la femme et bien plus. Les histoires prénataux, une présentation de Prénato. Allô Alex! Allô Charlotte! Bienvenue à notre podcast Les histoires prénataux. Oui! On vient de terminer un bel enregistrement avec Catherine Thivierge qui est venue nous parler de son accouchement traumatique de son premier enfant. Catherine, qui est maman de 2 jeunes garçons, qui a vécu 2 magnifiques grossesses, mais la première qui s'est terminée en une naissance plutôt précipitée et traumatique par césarienne d'urgence. Ça a été un bon témoignage, très généreux de sa part, puis ça fait du bien, personnellement, d'entendre des histoires comme ça, parce que, comme elle disait, elle s'est sentie tellement seule là-dedans. Puis de voir que ça arrive malheureusement plus qu'on le pense, des naissances traumatiques, que ce soit par césarienne ou alors un accouchement vaginal. Donc, je pense qu'elle s'est livrée à cœur ouvert à nous dans un beau témoignage très poignant, puis très généreux. Absolument. Oui, ça nous a permis d'aller parler justement de ces grossesses, de la césarienne, de l'impact autant sur le plan physique qu'émotionnel de la césarienne, surtout dans un contexte de césarienne d'urgence, donc autant pour la maman que pour le couple. Puis, elle a démontré une belle vulnérabilité dans son témoignage qui va permettre à d'autres mamans de traverser cette période-là qui vivent exactement la même chose avec peut-être un petit peu plus de douceur. Exactement. Puis surtout, de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide. Comme elle l'a si bien dit, elle, ça a été la clé, en fait, dans sa guérison, vers la rencontre de son deuxième enfant. Là. Donc, je pense que c'est ce qu'on peut en retenir, c'est surtout de se montrer en toute vulnérabilité, puis de trouver notre force, d'accepter qu'on a besoin d'aide là, dans certaines situations. Oui, puis d'aller chercher l'aide vers les bonnes ressources aussi. Exact. Alors, on vous souhaite une belle écoute. Allô, Catherine! Salut, merci de me recevoir. Allô, Alex. On est content de te recevoir aujourd'hui. Donc, Catherine Thivierge qui va venir nous parler de ton parcours vers la maternité. Donc, tu es maman de 2 beaux garçons, Olivier, 5 ans, et Félix, 3 ans. Exactement. J'avais peur de les inverser. Oui, 2 beaux petits garçons. Est-ce que tu voudrais un petit peu plus nous parler de toi puis te décrire avant qu'on embarque dans le vif du sujet? Oui, je suis une petite maman de 2 garçons. Je me suis toujours vue comme une boys mom un peu. C'était toujours un désir que j'ai eu. Je suis quelqu'un qui a un côté carriériste aussi. Donc, nous, on savait qu'on voulait 2 enfants. On savait qu'on allait avoir notre équilibre un peu avec 2 enfants. Puis, je travaille là dans une grande entreprise privée en épargne et retraite depuis presque, ça va faire 9 ans, je pense, cette année déjà. Puis, dans le fond, là, je m'occupe un peu d'organiser les priorités, s'assurer que les projets sont menés à terme, que ça c'est bien arrimé avec les besoins de ce qui avait été mentionné au départ. Puis là, j'ai des petites équipes, dans le fond, là, un peu sous ma gouverne, là, essayer de, c'est ça, là, gérer les priorités, s'assurer que tout le monde a du travail, travailler sur les bonnes choses. Puis en gros, c'est ça. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport aussi. J'ai joué au soccer longtemps. J'ai pris une petite pause avec les grossesses, évidemment. Mais j'ai toujours continué de m'entraîner quand même, là, faire des sports qui ont moins de contact. Donc, j'ai fait de la course du vélo là, jusqu'à pratiquement la veille de mon accouchement. Puis sinon, je suis une grande fan d'Harry Potter depuis toujours. C'est mon petit côté nerd un petit peu qui ressort à ce niveau-là. On a quelques personnes à la clinique aussi. Quand même, oui. Oui. Ah, ben c'est le fun d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Donc, maman de 2 garçons, puis comme tu disais, c'était ton petit souhait, en fait. Oui, hein? oui. On choisit pas toujours, mais on a le droit d'avoir des petites préférences. Puis toi, tu te voyais vraiment avec 2 garçons, surtout étant donné que tu es active niveau sportif. Ben, c'est ça. Ça doit bouger avec 2 petites tornades de 5 et 3 ans. Oui, c'est ça. Ça bouge à la maison. Tu sais, j'aurais été contente quand même, là, si ça avait été des petites filles, une petite fille, peu importe. En bout de ligne, ce qu'on veut, c'est quand même un enfant en santé, là. Mais j'avais quand même là, le petit tu te voyais dans ton rôle de maman de petit garçon. Fait que j'en comprends que tu portes aussi pas mal de chapeaux avec ton travail qui doit te demander beaucoup de ton temps, d'organisation, plus la gestion de la routine à la maison. Hein, les enfants, c'est ce que c'est. Avec des enfants, ça prend beaucoup de notre temps, tout ça. Carrière, enfant, l'amoureux aussi, ne pas oublier. Oui, faut pas négliger ce côté-là quand même. Mais j'ai la chance d'être en télétravail aussi, là, donc c'est sûr que ça offre quand même une belle flexibilité, là, au niveau de la gestion familiale et tout ça. T'as toujours su que tu voulais être maman ou ça a été un désir qui a grandi
Ça a été un désir qui a grandi, je dirais. Je me suis toujours dit, j'aimerais ça avoir des enfants. Est-ce qu'à un moment donné, on est prêt? Pas vraiment. Il n'y a jamais, je pense, de bons moments en tant que tel. Moi, ce qui me retenait beaucoup de devenir maman, c'était le processus de grossesse. Tout ça, des fois, ben c'est sûr que quand que tu parles un peu autour de toi, de ce que tu vois dans les émissions, dans les films, c'est souvent quand même le négatif. Hein? Souvent, quand ça va bien, on n'en parle pas tant que ça. Fait que j'avais quand même une retenue. Puis tout ce qui était aussi, c'est comme je sais que ça peut des fois avoir l'air un peu superficiel, mais moi, c'est quelque chose que j'assume à 100%. Au niveau de la prise de poids en grossesse, les changements que tout ça l'apporte. Pour moi, ça créait quand même un stress là, qui c'est ça me retenait un petit peu. Mais c'est ça, dans le fond, on est parti en voyage, puis on savait, là, on avait acheté notre première maison, puis tout ça, fait qu'on savait qu'on s'en allait un petit peu plus vers ça, puis j'étais un petit peu plus en paix aussi avec tes craintes. Ouais. Comment t'as vécu l'annonce de ta grossesse? C'était prévu, mais quand même, ça reste toujours, comme tu dis, est-ce qu'on est vraiment 100% prêt? Même quand c'est prévu, on voit le petit plus, là, on se dit, ça y est, c'est plus du concret. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, avec cette belle nouvelle-là? C'est ça. Quand tu vois le petit indicateur, là, sur le test de grossesse, c'était comme, OK, c'est vrai. C'est vrai, là, ça étourdit un petit peu. Nous, c'est ça, on était partis en voyage, en fait. Puis moi, je suis quelqu'un, là, qui est très, très, très régulière, là, quasiment à l'heure près, là. Okay. C'est à ce point-là depuis des années. Puis moi, mon médecin m'avait dit, ça fait longtemps que tu prends de la contraception, si tu veux commencer à avoir des enfants, tu peux l'arrêter. Puis, attends-toi à ce qu'il y ait un délai quand même. C'est normal, il y a pas... Il m'a quand même beaucoup rassurée. Puis, on est parti en voyage. J'avais arrêté ma contraception. Puis, dans le fond, on était en Allemagne, fait qu'il y a 6 heures de décalage horaire. Puis la dernière journée, dans le fond, qu'on était chez ma grand-mère en Allemagne, Parce que excuse-moi, je te coupe, mais tu es native d'Allemagne. Oui. J'ai oublié de le mentionner au début, c'est ça? Oui, dans le fond, je suis née en Allemagne. Mon père est québécois, ma mère est allemande. Je suis arrivée au Québec, là, j'avais à peu près 8 ans. Là, donc, j'ai pas d'accent français, mais j'ai pas d'accent en allemand non plus. Est-ce que tu parles couramment je suis bilingue allemand-français. Anglais aussi, là, que j'utilise couramment au travail, là, mais j'essaie d'apprendre ça à mes enfants. Wow! Donc, les garçons aussi. Oui, ça doit être Ils comprennent qu'est-ce que je dis. Ils disent certains mots, oui, non, des mots qui sont plus simples, mais c'est une langue qui est quand même difficile, là, beaucoup de la gorge, fait que, mais j'imagine à un moment donné, ça va débloquer, puis de se faire l'oreille tranquillement, pas vite. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça, on est la dernière journée, on prend l'autobus, en fait, pour aller à Paris, parce que nous, on avait pris un vol, dans le fond, de Paris à Montréal. C'était au niveau des coûts, mais on s'était dit, on va se prendre 2 jours, là, comme ailleurs. Et juste avant de partir, je suis comme, j'ai du retard dans mes règles, puis je me dis, il y a 6 heures de décalage, on n'a pas une routine normale, ça se peut. Puis là, j'ai dit à mon chum, je vais acheter un test de grossesse à la pharmacie. La pharmacie est juste à côté de l'arrêt d'autobus, là. C'était comme une grosse station là, d'autobus, puis là-bas, là, tu peux ça coûte vraiment pas cher, là. Je pense que ça nous avait coûté comme 20 € chaque, prendre l'autobus pour aller jusqu'à Paris, là. OK. C'est des autobus voyageurs qui passent, dans le fond, là, c'était un trajet de nuit jusqu'à Paris. Fait que juste avant de partir, j'achète le test de grossesse, puis on prend l'autobus, puis là, à un moment donné, j'étais comme, bon, là, faudrait... Est-ce que tu avais des symptômes? Non, pas du tout. Pas du tout. À part le retard de règles, là, j'avais aucun symptôme. Puis là, j'ai dit, je peux pas attendre qu'on arrive à l'hôtel, c'est impossible. On avait comme 8 heures de route à faire. J'ai dit, non. Et j'ai fait le test de grossesse dans la petite, minuscule salle de bain de l'autobus voyageur. Oh, c'est drôle! Et là, je suis dans la petite cabine, puis là, je regarde mon test de grossesse, je suis comme, oh mon Dieu! Je suis enceinte! Je l'apprends dans une toilette d'autobus. L'autobus est pleine, là. Là, je peux pas sortir avec le test de grossesse. Fait que, dans le fond, je l'ai pris en photo, puis je l'ai jeté, là. Okay. Je veux dire, après ça, je prenais l'avion, puis tout ça. Fait que, je l'ai pas gardé, mais là, je m'en vais m'asseoir. Puis mon chum est assis à côté de moi, il dit, puis, je suis enceinte. Et là, c'était comme... Dans l'autobus. Dans l'autobus. Fait que là, tu sais, on était toutes... on savait comme pas trop... on était brûlés. On savait pas trop comment réagir. Puis... Fait qu'on est arrivé à Paris, puis là, c'est ça, là, tu sais, je textais ma famille, je textais mes amis. Moi, j'étais pas capable de me retenir, là. C'est bien correct. Tu le sentais comme ça. Fait que go, on le dit, puis... Fait que c'est ça. C'est quand même une drôle d'anecdote à raconter, là. Puis ton chum, lui, comment il a réagi? Mon chum était content aussi. C'est sûr que mon chum était moins prêt que moi, je veux dire, à avoir des enfants. Tu sais, moi, ça faisait un petit bout que je travaillais quand même. Moi, j'étais en appartement déjà. Tu sais, j'avais
une vie un peu plus établie que mon chum. Lui, dans le fond, il venait de finir l'école, il travaillait, c'était comme un peu, il était comme un peu entre deux, là, pas tout à fait. Sauf que moi, j'avais beaucoup d'appréhension sur la grossesse. Je voulais avoir des enfants idéalement avant 30 ans. Je sais que j'avais des idées très arrêtées sur ces choses-là. Puis, lui, il était comme, il arrivera ce qui arrivera. Fait qu'il était quand même très, très ouvert, là, mais il était super content. Mais c'est arrivé tôt, c'est ça. C'est arrivé, là, j'ai arrêté ma contraception, là, puis, ça a fonctionné le mois suivant. Là, incroyable. Puis, est-ce que toutes les craintes, les appréhensions que tu nommais tout à l'heure, une fois le test de grossesse positif, est-ce que ça s'est dissipé, ça, un petit peu, ou ça t'a trotté en tête, ou par rapport à, la prise de poids, par rapport aux complications c'est sûr que ça m'a trotté quand même dans la tête tout le long de la grossesse. J'ai eu la chance d'avoir une grossesse qui était, ça a super bien été. J'avais pas beaucoup de symptômes. J'ai eu, c'est sûr, les maux de cœur, là, beaucoup au début, là, jusqu'à la 12e semaine à peu près, mais j'avais pas mal aucun symptôme. J'ai pas pris beaucoup de poids, mais bébé grandissait bien. Donc, ma médecin n'était pas très inquiète non plus. Puis c'est ça, j'ai continué la course, j'ai continué le vélo, je faisais du spinning. Là, justement, la veille que j'ai accouché, je faisais du spinning. Là. Fait que, je me suis entraînée, j'ai couru jusqu'à 34 semaines à peu près. Quand même, wow! Puis, moi, j'ai pris peut-être une quinzaine de livres. Fait que j'avais juste la grosse bedaine. Là, souvent, à mon travail, il m'appelait, il disait que j'avais un ballon de basket là, en avant, là, comme, de dos, là, zéro. On voyait pas ça si t'étais enceinte. Fait que j'étais chanceuse parce que je me sentais quand même bien dans ma grossesse. Fait que c'est sûr que ça t'as bien vécu quand même ce que t'appréhendais, les changements physiques, corporaux. T'as pu profiter quand même de ta grossesse. Oui, j'ai pu profiter de ma grossesse. C'est sûr que je suis pas quelqu'un qui a aimé être enceinte. C'est pas quelque chose... moi, je suis quand même quelqu'un qui est très terre à terre. Moi, mettons la connexion avec bébé dans mon bedon, j'avais pas ça. J'étais très comme détachée. C'était un passage obligé pour toi pour après avoir ton petit bébé. Exactement, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment un passage obligé. Si j'avais eu l'option de pas le faire, je l'aurais pas fait. Mais d'avoir mon bébé quand même à la fin. Fait que pour moi, c'était comme ça faisait partie du processus. Bon, c'est comme ça. Mais en ayant pu avoir une grossesse active, c'est sûr que ça l'a beaucoup aidé. Oui, c'est ça. Oui, sur le physique, mais aussi sur le, comment tu te sens, là, de pouvoir, c'est ça. Surtout si tu étais habituée d'être active, c'est sûr que ça a dû jouer un gros rôle pour ton bien-être là, physique, mais surtout mental là, pendant ta grossesse. Ça a super bien été là, tout le long. Là, c'est sûr que le soccer, bon, j'ai arrêté, là, mais tout ce que je faisais autour de ça, là, j'ai pu continuer là, jusqu'à la fin. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Puis tu disais que tu étais quelqu'un d'assez, comment tu as dit, terre à terre, peut-être un petit peu protocolaire. Est-ce que toi, tu avais comme un plan de naissance établi? Tu disais, moi, ma grossesse s'est bien passée, mon accouchement va se passer comme ça, ou tu étais totalement dans le néant sans attendre? Pas du tout. J'étais dans le déni total. Moi, je suis quelqu'un qui peut se créer des scénarios, là, quand même, là, quand que je me mets à penser à plein de choses, on dirait que là, après ça déboule, puis des fois, c'est comme des scénarios qui sont souvent exagérés. Fait que moi, je m'étais dit, je vais vivre dans le déni. Cette grossesse-là. Je n'accoucherai pas. Non, mais je me suis dit, je vais arriver, la journée que ça va arriver. D'ici là, je vais juste pas y penser parce que ça me créait du stress, moi, de penser comme, OK, ben là, il pourrait se passer ça. J'avais pas de plan de naissance, j'avais pas fait de cours prénataux non plus. C'était pas quelque chose qui... Moi, j'avais peur que ça me crée plus de stress qu'autre chose. Mais, j'ai préparé ma valise, était, je pense qu'à genre 20 semaines, c'était prêt. Tout était prêt. J'étais quand même relax, mettons, face à ça, même si j'évitais juste de penser à plus tard. Fait que je vivais comme au jour le jour. Et je me disais, il arrivera ce qui arrivera. Des fois, quand t'as un plan, ben c'est pas ça qui se passe du tout. Fait que ça me... Je pense que ça a eu des bons côtés, mais je pense que ça a eu aussi des côtés négatifs, mettons, avec du recul, là, par après, là. Pour ce qu'on va justement Toi, Alex, en tant qu'infirmière, mais ancienne infirmière dans tes partout, donc de salle d'accouchement, tu as dû en voir beaucoup des femmes arriver avec un plan de naissance. C'est quoi ton opinion face au plan de naissance? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on met beaucoup d'emphase sur la préparation à la naissance, à l'accouchement. C'est quoi ton point de vue infirmier là-dessus? Par rapport au plan de naissance, le terme plan de naissance, c'est un terme qui était beaucoup utilisé, mais qui tend à être remplacé par des souhaits de naissance. Donc,
peu importe comment on l'appelle. C'est sûr que de préparer par écrit, de se faire un plan de naissance ou appelons-le maintenant des souhaits de naissance, ça a des avantages. Donc, ça permet tout d'abord de se faire un peu une réflexion, donc une rétroaction sur comment on envisage la naissance de notre enfant, nos préférences, en fait. Donc, de mettre par écrit nos préférences. Puis ça permet aussi de susciter certaines discussions avec notre partenaire, à savoir, bon, est-ce qu'on va privilégier certaines méthodes de soulagement de la douleur plus que d'autres? Est-ce qu'on préfère que notre bébé soit allaité ou est-ce qu'on préfère aller directement vers le biberon? Est-ce qu'il y a des interventions qu'on préférerait plutôt éviter ou on préférait privilégier certaines interventions plutôt que d'autres? Donc, c'est sûr que c'est ça l'amène quand même certaines réflexions. Il faut toujours garder en tête que, bien, des souhaits de naissance, ce n'est pas nécessairement, ça pourrait ne pas être respecté à la lettre. Donc, c'est un peu un couteau à double tranchant où est-ce que on garde en tête qu'on va communiquer aux professionnels de la santé qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on préférerait, qui va nous accompagner et tout. Puis, ça l'évite aussi de, si jamais notre accouchement est plus long, puis qu'on a à avoir plusieurs intervenants de la santé en raison de changements de corps de travail, mais ça l'évite à devoir répéter toujours les mêmes informations par rapport à nos préférences. L'envers de la médaille dans tout ça, c'est que les parents qui se font un plan de naissance et qui sont ancrés à 100% dans leur souhait de naissance puis dans leur plan de naissance peuvent vivre certaines déceptions et peuvent avoir une naissance qui n'est pas nécessairement à la hauteur de leurs attentes lorsque ça ne se passe pas comme prévu. Donc, de faire des souhaits de naissance pour entamer une discussion et tout ça, je pense que c'est très bénéfique tant pour la maman que pour le couple en soi. Puis, moi, comme infirmière en salle d'accouchement, lorsque je recevais ce document-là, puis que je prenais le temps de le lire avec les parents, bien, ça me permet aussi de mieux connaître le couple que j'allais accompagner pendant la naissance de leur enfant, puis je faisais mon possible pour respecter leurs demandes. Mais c'est certain que il faut pas que les souhaits soient coulés dans le béton, puis il faut quand même garder une certaine flexibilité parce que évidemment, bien, l'équipe médicale, ce qu'ils veulent, c'est que ben, on veut faire notre possible pour qu'à la fin, il y ait une maman en bonne santé, un bébé en bonne santé, puis tout ça, idéalement, en respectant les demandes des parents, mais il reste que des fois, il y a des situations qui mènent à ne malheureusement pas devoir respecter les souhaits initiaux du plan de naissance. Mm-hmm. Mais ça dit bien le mot, en fait, en résumé, c'est on peut avoir des souhaits, oui, mais ne pas avoir de plan préétabli, parce exactement, qu'évidemment qu'on peut déroger beaucoup trop facilement, déroger, puis ça crée après des déceptions, oui, ce qu'on veut éviter, surtout avec la chute hormonale c'est ça. après naissance. Ton début pour ton garçon, c'est Olivier, hein, ton plus vieux. Raconte-nous un petit peu le début de ton travail. Est-ce que tu étais chez toi? Combien de semaines tu étais? Est-ce que tu veux nous partager un petit peu avant ton arrivée à l'hôpital? Voir son bébé avant sa naissance, c'est un moment inoubliable. Chez Prénato, vous pouvez vivre cette expérience magique à partir de la 20e semaine grâce à l'échographie 3D. On découvre les petits traits du visage, les mouvements, parfois même un petit sourire. C'est toujours un moment rempli d'émotions. Et le plus beau, c'est que vous pouvez inviter jusqu'à 6 personnes pour le partager avec vous. Planifiez votre séance sur prenato.ca. Oui, en fait, c'est ça, nous, la veille, là, c'est ça, je faisais du spinning. Ça a été mes activités normales, là. J'avais aucun signe quelconque. J'avais pas remarqué de changement non plus. Puis justement, là, je discutais avec une de mes amies qui, elle, était dépassée, là, 40 semaines. Okay. Puis tu sais, moi, j'étais due, je pense, le 25-27 janvier, là, il y a une petite ambiguïté encore sur la date, là, mais 25-27 janvier, excusez-moi. Puis, tu sais, Olivier est arrivé le 5. Donc, il est arrivé quand même très tôt. À 37 semaines? Ben, légèrement avant 30, tu sais, comme autour de 37, là, tu sais, quand même très tôt. Mm-hmm. Puis justement, je discutais avec cette amie-là, puis on se disait, tu sais, moi, j'étais comme en fin de grossesse, je suis comme, tu sais... Puis on s'entend, là, il m'en restait, moi, dans ma tête, il m'en restait encore un bon 3 semaines, tu sais, 2-3 semaines au moins, là.
Puis elle aussi, elle était en fin de grossesse, puis elle était vraiment, là, elle avait hâte là, d'avoir son bébé. Et c'est drôle parce qu'on a accouché la même journée, à la même hôpital. Oui, dans le fond, c'est ça. Elle a dû attendre que la médecin vienne, dans le fond, la voir là, après la naissance de son bébé, là, parce que justement, il y avait moi. Avec toi. C'est ça. Fait que c'est ça. On a fait une petite soirée tranquille. Le lendemain, vers comme 5-6 heures, là, entre 5 et 6 heures du matin. Moi, je suis quelqu'un qui se lève tôt là, dans la vie, là, fait que moi, à 5 heures, j'étais comme, bon, là, je pense que je vais aller faire ma petite routine, je vais faire mon petit café. Et là, je me lève, puis je suis entre mi-chemin, entre notre chambre et la salle de bain, puis là, tu sais, ça coule. Puis là, je suis comme, bon, mon Dieu, je suis en fin de grossesse. C'est ça, j'avais trop envie. Des fois, après la nuit, bon, je me dis... et là, tu sais, ça continue, là. OK. Et là, moi qui dis, tu sais, j'étais super calme, j'ai même pas... Moi, là, dans ma tête, là, je m'en allais pas accoucher du tout, là. Il te restait 3 semaines dans ta tête, ça. là. Ouais. Là, je dis à mon chum, je pense que c'est l'heure, là. Puis là, moi, je m'étais dit, cette journée-là, je savais que j'avais un cours de spinning. Je vais pas me laver les cheveux tout de suite. Je vais attendre. Et évidemment, cette journée-là, c'est ça. Bien et là, j'étais due pour me laver les cheveux. Et la première chose que j'ai dit à mon chum, c'est, là, je vais aller dans la douche parce que, tu sais, ça coule, tu sais, je vais me tasser. J'ai dit, est-ce que tu peux appeler le 811, juste lui demander si j'ai le temps de me laver les cheveux? Et là, mon chum qui appelle le 811, savoir si on a le temps, la dame nous dit, vous êtes à combien de temps de l'hôpital? Mon chum me dit, bien, à peu près 30 minutes. Tu sais, nous, on habitait quand même un petit peu plus éloigné de l'hôpital. Elle dit, ben là, je suis pas sûre que vous avez le temps. Moi, je vous recommanderais, tu sais, d'aller à l'hôpital tout de suite. Bon, fait que là, embarque les choses dans l'auto. Tu sais, tout était prêt. On s'en va dans l'auto. Puis moi, j'ai aucune contraction. J'ai absolument rien. Tu sais, je me sens comme normale, là, à part que, bon, là, ça a coulé. Et là, on arrive à l'hôpital et l'infirmière a dit, ben là, vous êtes sûre? On va regarder, on va vous examiner. Fait que là, je m'en vais en arrière. Elle me regarde. Elle dit, oui, on va vous garder. Mais j'avais aucun travail, j'étais pas, j'étais pas ouverte. Non, pas du tout. Elle dit, je peux dire 0,5. Elle m'a dit, c'est pour être généreuse, là, parce qu'il y a absolument rien. Okay. Puis là, elle dit, vous avez pas de contraction, rien? J'ai dit, non, moi, tu sais, rien, là. Fait que j'ai été admise. Ils m'ont installée, là, dans la chambre juste en arrière, puis tout ça. Bon, fait des examens. Et... c'est ça, tu sais, m'installe les moniteurs. Puis là, elle me dit, vous sentez pas vos contractions? Puis là, on voyait sur le moniteur, j'avais des contractions. J'étais comme, mais moi... Tu sentais la bedaine qui durcissait un peu? Pas du tout, là. Tu sais, moi, je regardais, puis j'étais comme, non, rien du tout. Fait que, tu sais, ils m'ont quand même gardée parce que, bon, j'avais des contractions à peu près aux 2 minutes, là, mettons, là. Fait que c'est ça. Ça a été quand même relax comme arrivée à l'hôpital. Fait que moi... j'étais comme, bon, ça, c'est aujourd'hui, tu sais, je m'étais pas fait de scénario non plus, je m'étais pas, tu sais, on était prêts, là, on était prêts. Rendu là. Est-ce que tu qualifierais ça de petite période de latence? Ben, quand même. Ses os, ça contracte. Oui, c'est quand même un... Puis là, j'ai pas le pourcentage exact en tête, là, mais oui, il y a des femmes qui vont avoir une rupture des membranes avant de tomber en travail. C'est pas la majorité, par exemple. La majorité, c'est le contraire. Donc, on va tomber en travail, on va avoir des contractions, puis à un moment donné, pendant le travail, il va y avoir une rupture des membranes, mais il y a quand même un pourcentage pour lesquels ça va être une surprise. Donc, ça arrive spontanément sans avoir déjà de signes annonciateurs du travail, donc aucune contraction ou rien. Mais oui, c'est possible. Donc, il y a quand même puis là, évidemment, là, il y a des facteurs qui vont faire partie du processus décisionnel. Donc, tu sais, est-ce qu'il y a un stress positif ou non, des choses comme ça? Est-ce que ça va nécessiter des antibiotiques? Il y a quand même une certaine période de temps qu'on peut se permettre d'attendre puis de voir si le travail va débuter par lui-même. Donc, si les contractions vont commencer. Donc, alors que pour d'autres femmes, on va préférer tout de suite déclencher le travail pour diminuer le temps entre la perte des os et la naissance du bébé. Parce que techniquement, on a combien de temps après une perte des os pour que le bébé vienne au monde en évitant les complications, comme par exemple, si ce serait une infection? Bien là, c'est ça. Ça dépend de plusieurs facteurs. Donc,
peu... ouais, je pense que j'ai plus les chiffres. On va couper ce bout-là. J'ai pas les chiffres en tête particulièrement. Oui, ben c'est ça. Sauf que, tu sais, on pourrait se faire obstiner par une sage-femme puis se faire dire 48 heures. Une fois que les membranes sont rupturées, qu'on a perdu, une femme a perdu les os, techniquement, il y a quand même... On peut pas attendre une période de temps indéfinie avant que le bébé naisse parce qu'il y a trop des grands risques d'infection. Il pourrait y avoir... Oui, c'est ça. Donc, c'est comme ça. Dans ces cas-là qu'il pourrait avoir un déclenchement médical, là, qu'on dit. Oui. OK. Puis, avant qu'on revienne à ton histoire, Catherine, Alex, j'aimerais juste que tu nous mentionnes, tu sais, c'est quand qu'on se rend à l'hôpital? Comme là, on s'est rendu à l'hôpital parce qu'il y a eu un écoulement, il y a eu la rupture des membranes, la perte des os. On le sait, ça, c'est un petit peu, je crois, typique d'un accouchement, on va dire, qu'on pourrait qualifier de standard, ce qui serait le premier signe de « OK, j'ai perdu mes os ». Dans les films, c'est la course folle contre la montre, on court à l'hôpital parce que, mon Dieu, le bébé s'en vient, c'est très imminent. Dans la réalité des choses, non, c'est ça. Ça peut être un petit peu plus long, mais ce serait quoi sinon d'autres signes? Tu sais, une femme qui perd ses os, est-ce qu'elle doit, courir à l'hôpital? Si elle n'a pas perdu ses os, mais elle commence à avoir des contractions, elle est en période de latence, c'est irrégulier, quand est-ce que tu conseillerais? C'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs. Fait que ça nécessiterait une évaluation. Donc, bon, appeler au 811 ou on peut toujours appeler à notre accueil obstétrical directement au centre hospitalier aussi. Pour que l'évaluation soit faite. Donc, la distance entre le lieu de résidence et le centre hospitalier, ça va faire partie des facteurs, mais est-ce que c'est un premier bébé ou non? Est-ce que c'est un liquide, tu sais, est-ce que c'est un liquide clair comme de l'eau ou un liquide un petit peu plus teinté qu'on appelle un liquide méconial? Ça aussi, ça va avoir un impact. Est-ce qu'il y a des contractions ou non? Donc, c'est sûr que si tout est normal, puis il n'y a aucun élément inquiétant, on peut dire des fois aux mamans, vous pouvez prendre le temps de prendre votre douche, ramasser vos choses, puis après ça, vous présenter à l'hôpital. C'est sûr qu'on veut pas que ça tarde non plus. Ça, c'est si l'accouchement a lieu en centre hospitalier. C'est sûr que les accouchements en maison de naissance, des fois avec les sages-femmes, ils pourraient pour différentes raisons avoir d'autres recommandations. Aussi, c'est un accouchement à domicile, aussi avec les sages-femmes. Bien, des fois, ils vont prendre un petit peu plus de temps avant, elles, se présenter à domicile. Mais généralement, quand il n'y a pas d'inquiétude à y avoir, puis que le liquide est tout à fait normal, oui, on peut prendre le temps de se préparer, finir nos petites valises pour se diriger en centre hospitalier. Mais oui, c'est vrai qu'il y a, à certains moments, on va privilégier à ce que ce soit peut-être un petit peu plus rapide. Puis quand on a des contractions sans écoulement, sans avoir perdu nos os? Généralement, on va parler de des contractions régulières qui reviennent à peu près aux 5 minutes pendant 1 à 2 heures. Encore là, il y a à prendre en considération si c'est un premier versus un deuxième, combien de temps a duré le travail lors de l'accouchement précédent. Des fois, les contractions ne seront jamais nécessairement régulières aux 5 minutes. Donc, ça peut varier un petit peu. Je dirais qu'un des conseils en général, dans le doute, on appelle à la maternité, puis il va y avoir un professionnel qui va faire l'évaluation de la situation, puis qui va vous donner des renseignements puis des recommandations en fonction de votre situation. Mais les contractions qui durent à peu près 1 minute aux 5 minutes pendant 1 à 2 heures, généralement, c'est quand même le bon moment. Ouais. Donc, on revient à ton arrivée à l'hôpital. Bon, ils t'ont examiné, le col n'était pas tout à fait ou à peine ouvert. Ouais. Ils t'ont mis dans une chambre, ils t'ont admis. Est-ce qu'ils ont débuté le déclenchement médical à ce moment-là ou ils ont laissé quelques heures? C'est ça, il y a eu un délai quand même. Ils suivaient ça, vu que j'avais comme pas vraiment, il se passait comme rien. Non, tu avais des contractions, mais sans douleur, donc ça n'avait pas vraiment d'incidence non plus sur l'ouverture de ton col. C'est ça. Puis, là, après 1 heure, elle regarde encore, ça n'a pas bougé non plus, là. C'est ça. À chaque fois qu'elle regardait, elle était comme, ouais, là, c'est ça, ça n'a pas bougé malgré j'étais monitorée avec les contractions. Il n'y avait rien qui avançait. Fait que là, ils m'ont donné, là, je pense que c'est un médicament, là, pour... oui, c'est ça, pour comme... c'est ça, là, favoriser le travail. Puis, dans le fond, j'avais les moniteurs là, d'installer pour entendre le cœur de bébé aussi, puis tout ça. Et là, à un moment donné, j'ai envie d'aller aux toilettes, je me lève, je m'en vais à la salle de bain. Je reviens, puis tu sais, ça a bougé, hein. Tu sais, moi, j'avais perdu, tu sais, dans le fond, j'avais plus vraiment d'eau dans ma bédaine. Fait que, tu sais, on voyait quasiment les traces, tu sais, de bébé. Et les moniteurs tenaient vraiment pas bien. Okay. Fait que là, réinstalle les moniteurs, puis là, tu sais, ça prend un petit peu de temps, là, trouver le cœur de bébé. Mais finalement, finit par le retrouver, c'est correct.
Après ça, une deuxième fois, ils me disent, ben, tu vas prendre une petite marche, tu sais, circuler, peut-être que ça va aider un petit peu. Fait que là, on s'en va, on va prendre une petite marche, je reviens peut-être 10-15 minutes plus tard, réinstalle, tu sais, les moniteurs encore qui s'étaient déplacés. Là, encore une fois, tu sais, on a de la misère à trouver le cœur de bébé. Mais, tu sais, ils finissaient toujours par le retrouver, puis c'était un cœur qui était quand même, tu sais, il était normal. Puis, bon, c'est arrivé une troisième fois, là, tu sais, là, le délai, des fois, j'ai la misère à me souvenir, ça a pris combien de temps. Mais, tu sais, bébé est arrivé autour de midi, puis j'ai été admise à l'hôpital peut-être à comme 6h30, 7h, mettons, là, le temps qu'on y aille, là, puis tout ça. Fait que là, je m'en vais une troisième fois, là, je m'en vais à la salle de bain, je reviens, réinstalle les moniteurs, mais là, je trouve pas le cœur de bébé. Ah, mon Dieu, OK. Et là, tu sais, je vois l'infirmière, tu sais, moi, je suis comme... Moi, on m'a comme rien expliqué, tu sais, on m'a comme pas donné d'informations. C'est sûr que j'ai pas posé beaucoup de questions non plus. Puis juste avant ça, il m'avait demandé si je voulais la péridurale. Moi, j'avais dit oui. Fait qu'il m'avait déjà installé là, le cathéter, puis tout était installé. L'anesthésie, ça avait comme une dispo, fait qu'elle a dit si jamais... plus de contractions à ce moment-là? Non, il y avait pas... non, c'est ça. Ils m'ont dit, ben si jamais on a besoin d'injecter rapidement, au moins, tu sais, tout va être installé. Ouais. Fait que c'est ça. Là, je reviens, je trouve pas le cœur de bébé. Là, je vois l'infirmière, tu sais, je vois qu'elle est inquiète quand même, là. Puis, je pense qu'à ce moment-là, tu sais, mon chum, il avait déjà appelé mon père pour dire, tu sais, ça se passe moyen bien. Il y avait déjà, il sentait, là, qu'il se passait. Oui, il sentait, voyait fait que là, il aimait mieux aviser. aviser. Mon père habite à 1 heure de route dans le fond de l'hôpital. Fait qu'il dit, ben je vais partir puis je m'en viens. Puis là, c'est ça, à ce moment-là, je vois l'infirmière, elle appelle quelqu'un, j'imagine la médecin. Tu sais, moi, je sais pas trop ce qui se passe. Toi, t'avais pas senti d'inquiétude avant. Ton chum avait comme un petit peu Ouais. vu que ça semblait un petit peu... Il surveillait peut-être probablement plus le petit cœur du bébé sans que toi, tu t'en rendes trop compte. C'est ça. Toi, t'étais concentré à tout ce qui se passait dans ton corps versus ton chum d'un point de vue plus extérieur. C'est Il ça. disait, ouais, j'étais non, beaucoup dans ma tête à ce Ouais. moment-là. Fait que moi, j'ai pas réfléchi, j'ai pas pensé plus qu'il faut. Et là, tu sais, soudainement, là, ça s'est passé, là, je vais dire en 2 secondes, là, mais tu sais, j'ai eu l'impression que ça s'est passé en un claquement de doigts. Il y a quelqu'un, puis je peux même pas dire c'est qui, là, qui est venu, OK, enlève les boucles d'oreilles, enlève tout. Puis je me suis rouvert les yeux, là. J'étais rendue dans la salle d'opération. Ça s'est passé tellement rapidement, je les voyais juste, tu sais, j'étais sur la civière couchée, puis là, tu vois le plafond défiler. Les lumières, oui. Et là, l'infirmière, la médecin me dit, là, ça va bien aller, tu sais, faut se dépêcher, on n'a pas beaucoup de temps. Tu sais, il y avait plus de cœur, dans le fond. OK. Là, je viens émotive. Fait que je suis installée dans la salle d'opération. Et là, personne ne me parle. Mon chum n'est pas là. Il installe les gens de paravent, là. Puis, tu sais, ça s'est passé tellement vite. Eux, tu sais, c'est sûr qu'ils sont habitués de faire des césariennes d'urgence. Ça, tu sais, c'est quand même, tu sais, je veux dire, relativement courant. Fait qu'eux, ils ont leur procédure, puis j'imagine qu'ils étaient comme dans leur routine. Mais moi, là, on m'a pas rien informé. On m'a rien dit. Puis là, à ce moment-là, moi, je suis juste couchée sur le dos. Puis là, à un moment donné, tu sais, je sens la main à mon chum. Puis là, mon chum me dit, tu m'as tellement serré la main fort, et ça m'a quasiment coupé la circulation. Mais tu sais, là, je le savais, là. Oui, là, tu sais, je savais. Puis, tu sais, je me suis même pas rendu compte de quand ils ont injecté c'est pour que, justement, là, pour que ça gèle, parce que là, fallait, là. Tu sais, j'ai pas eu connaissance de tout ça. Tu sais, ils m'ont pas dit, OK, là, on va injecter la péridurale, parce que là, on s'en va. Rien du tout. Moi, j'étais dans le néant total. J'étais juste couchée là. Et là, je me souviens, tu sais, je suis couchée sur la table d'opération, j'ai les yeux fermés. J'ai dit, moi, je vais me rouvrir les yeux, là, juste quand ça va être terminé. Je veux juste que ça soit terminé, là. Ouais. Puis, étant donné qu'il y a eu un court délai, justement, entre, il fallait ouvrir, puis, c'est ça, tu sais, j'ai quand même senti, mettons, le début de Ouais, t'étais pas totalement soulagée encore. C'est ça. Fait que, tu es déjà là, tu t'es comme, ça saisit. Tu sais rien de ce qui se passe, ça saisit. À ce moment-là, on t'avait pas du tout informé non plus sur le pourquoi on part vite comme ça, à part on trouve pas le cœur de bébé, go, on doit sortir le bébé, mais tu savais rien de plus. Je savais rien. Il y a juste la médecin qui, tu sais, l'équipe médicale a été quand même vraiment super, là. Je veux dire, dans le sens qu'ils m'ont beaucoup rassurée. T'es comme, ça va bien aller. Ouais. Mais tu sais, j'aurais aimé ça savoir. J'aurais aimé ça savoir ce qui se passe. Puis, malheureusement, mon père est arrivé à ce moment-là. Tu sais, il m'a juste vu passer avec la civière.
Est-ce que tu as eu connaissance? Que tu as vu pas ton parent était là? Non, toi, tu étais... Pas du tout. Moi, j'étais comme dans un autre monde. Oui, là, moi, ça spinait là, dans ma tête. J'étais comme, OK, là, ça va pas. Je savais que ça allait pas, mais je savais pas à quel point ça allait pas. Fait que, bon, ils font la procédure, là, je sais pas. Est-ce qu'ils ont déjà ouvert? Est-ce que le bébé est sorti? Est-ce qu'ils sont en train de refermer? J'ai aucune idée, là. Moi, là, personne me dit rien. Puis là, à un moment donné, ben, ils ont comme sorti le bébé, puis moi, le cordon était très, très court. Okay. Fait que, ils ont essayé de me le montrer, puis moi, pendant qu'il était en train de m'opérer, j'ai dit, moi, je veux pas que vous me donniez bébé tout de suite. Je veux... pas en état, non, j'ai dit, moi, j'ai besoin de mon moment, là. Ouais. Je veux rien entendre, là, parce que moi, je sentais tout ce qui se passait. Oh, mon Dieu, ouais. J'avais pas, à un moment donné, j'avais plus de douleur, là, tu t'es comme gelé, mais... Tu sens moi, je sentais ça fait pas mal. Passait, là, tu sais. Fait qu'ils ont sorti bébé, puis, tu sais, à ce moment-là, ils m'ont pas dit, est-ce que bébé est correct? J'ai aucune idée, là, moi, là. Aucune idée. Tu sais, pour finalement, après, là, bon, ils referment, puis tout ça, puis ils m'ont dit, ben, tu sais, bébé est correct. Est-ce que, tu sais, vous avez changé d'idée? Est-ce que vous le voulez tout de suite? J'ai dit non, tu sais, c'est mon chum qui est parti, dans le fond, avant qu'il me transfère, là, en salle de réveil. OK. Mais en gros, dans le fond, Olivier avait le cordon autour du cou, puis il y avait 2 tours, là, fait que, tu sais, quelques secondes, minutes de court, plus. C'est ça. Puis, tu sais, quand tu perds tes os, il n'y a plus le liquide pour donner, comme des fois, un certain jeu dans la bédaine, là, tu sais, il était comme tout... c'est ça s'était serré, fait qu'on avait effectivement juste quelques secondes, là. Pour le sortir. Ouais. Un accompagnement complet. Ce qui rend Prénato vraiment unique, c'est son accompagnement global du désir de grossesse jusqu'après la naissance de votre bébé. Tests de dépistage, échographie, suivi personnalisé, santé de la femme, contraception, tout est offert au même endroit. Une approche bienveillante et humaine, pensée pour que vous vous sentiez soutenu, écouté et en confiance. Parce qu'être bien accompagné, ça change tout et ça commence sur prenato.ca. J'en reparle encore, puis c'est ça. T'avais pas de plan de naissance établi, mais t'avais pas nécessairement envisagé non plus. Pas du tout. C'est comme ça. Pas une du perte tout. de contrôle, en fait. C'est ça, tu sais. Puis moi, c'est quelque chose dans la vie, j'aime beaucoup avoir le contrôle, tu sais, sur ce qui se passe. Tu sais, tout ce que je peux un peu contrôler, tu sais, je vais le faire. Je vais organiser mes choses pour avoir le plus de contrôle possible. Puis, tu sais, pour moi, ça m'enlève, bien, c'est sûr, un stress. Et là, tu sais, pas du tout, là, tu peux rien faire. Ouais. Tu peux rien faire du tout. Puis, juste avant, quand ils m'ont installé le cathéter, je me souviens... L'anesthésiste m'avait dit « Oh, ça m'a l'air d'une césarienne, ça. Oh, » Tu sais, il est rentré et c'est la première chose qu'il a dit. Et là, moi, de me dire « Voyons. » Mais non, j'ai pas prévu ça. Mais non, pas du tout. Puis, tu sais, ça allait bien à ce moment-là, là. Et non, ça m'a marqué, là. Spécial, ouais, j'ai trouvé ça quand même cru de sa part, tu sais, de mentionner ça, alors que moi, je vivais dans le déni total, là, moi, j'allais pas avoir une césarienne. C'était pas une possibilité non, pour pas toi, du là. tout. J'avais pas envisagé cette... C'est quoi notre statistique de césarienne au Canada? J'ai le chiffre au Québec. Ça doit ressembler un petit peu... Ça doit être pas mal la même chose dans le Grand Canada, mais c'est à peu près 25% des naissances qui se font par césarienne au Québec. Donc, il y a des césariennes qui sont planifiées. Donc, il y a des raisons pour lesquelles on va planifier à l'avance une césarienne, c'est-à-dire, par exemple, le fait d'avoir eu une césarienne précédemment, un placenta prévia, donc un placenta qui va être sur le col ou trop près du col, qui fait en sorte que, ça bouche un peu la sortie pour le bébé. Sinon, un bébé en présentation non céphalique. Donc, je le sais que de plus en plus, il y a certains centres hospitaliers qui vont faire les accouchements en siège. C'est pas la majorité nécessairement. C'est pas tous les obstétriciens qui vont avoir cette aisance-là de faire une naissance en siège, mais il y a quand même des types de présentations pour lesquels on ne pourrait pas envisager nécessairement une naissance vaginale, donc on va aller en césarienne. Donc, une césarienne planifiée, c'est une césarienne où est-ce que, on a une date de prévu, puis c'est là que ça se passe. Puis, on a les césariennes urgentes ou, on va dire, semi-urgentes. Donc, une césarienne qui va être urgente, c'est vraiment une césarienne où est-ce que on se préoccupe
de l'état de santé de la mère ou de l'état de santé du bébé. Donc, dans ton cas à toi, c'était vraiment une césarienne d'urgence parce qu'on se préoccupait de l'état de santé de ton bébé. On pourrait avoir soudainement une maman qui commence à mal aller pendant l'accouchement, un accouchement vaginal, ça pourrait être des décélérations de cœur fœtal, un décollement placentaire, des choses comme ça. Ou, semi-urgente, ça pourrait être comme par exemple ce qu'on appelle une dystocie du travail, ça fait que la progression du travail arrête. Maman va bien, bébé va bien, mais là, ça fait quelques heures qu'on n'a plus d'avancement. Donc, pour éviter que l'état de santé de l'un ou de l'autre se dégrade, on va prendre la décision d'aller en césarienne. Donc, c'est une césarienne qui est peut-être ressentie différemment que ce que toi, tu as vécu, malgré le fait que, il y a peu de mamans qui souhaitent cette issue-là de finalement se terminer en césarienne. Mais il reste que le fait que c'est pas le contexte d'urgence est peut-être différent, probablement que l'impact émotionnel post-césarienne pour plusieurs va peut-être être différente aussi. Comment ton conjoint, toi, s'est senti dans tout ça? Parce qu'on se rappelle, comme tu disais, t'es rentrée dans la salle d'opération, ton conjoint était pas là, t'as senti sa main après pour lui dire qu'il était finalement arrivé, mais je pense que c'était quelques minutes avant la première incision. Comment il s'est senti lui aussi? Lui aussi, il était beaucoup dans l'incompréhension, puis on lui a pas beaucoup expliqué non plus ce qui se passait. Vu l'urgence. On lui a donné l'équipement, le genre de petit saut là, qui mettent là, dans les salles d'opération. On lui a donné tout ça, puis on lui a expliqué, on est en train de tout installer, là, il faut se dépêcher, fait que, dès que tu es habillé, tu y vas, là. Sur le coup, là, on dirait que, avec l'adrénaline, il s'est pas tant posé de questions. Lui, il voulait juste qu'on aille bien, en bout de ligne, là, mais pour lui aussi, ça a été quand même difficile, de pas savoir, justement, ce qui se passait, c'est ça, il n'en garde pas nécessairement un bon souvenir non plus, là, de ce moment-là qui était... ça l'a surtout stressé, je pense, de s'assurer on allait bien. C'est ça, parce que c'était l'inconnu beaucoup, là, de savoir la situation, surtout comment bébé allait, toi, qui est parti un peu déstabilisé aussi de tout ça. C'est sûr qu'on va en parler après, mais il existe aussi des très belles césariennes, mais il existe aussi des césariennes qui sont comme ça, beaucoup plus traumatisantes parce que c'est l'urgence de la situation qui fait que c'est difficile de donner des explications parce qu'on connaît pas vraiment l'état de santé, que ce soit de bébé ou de maman. Puis, pour l'équipe médicale, j'imagine, ça devient tellement... Il y a une urgence, puis c'est tellement machinal de faire cette opération-là que pour eux, ils sont dans la concentration du moment. Puis malheureusement, un petit peu au détriment de la maman, mais pour le bien du bébé, dans ta situation, ça a été le manque d'information vers toi qui t'a mené probablement à cette sensation immense de perte de contrôle-là. Puis, moi, je tiens à soulever le point... le moment où t'as verbalisé, mentionné que tu avais besoin de temps pour toi, t'étais pas apte là, à prendre ton bébé, à rencontrer ton bébé. Puis, je te lève vraiment mon chapeau parce que c'était probablement une nécessité pour toi juste de retomber un petit peu sur tes pieds, là, quelques minutes, le temps d'absorber tout ce qui s'était passé pour mieux vivre la connexion après avec ton bébé. Donc, là, c'est ton conjoint qui est parti avec votre petit Olivier. Combien de temps après tu as pu le voir, ton bébé? Bonne question. Je pense que ça a été quand même rapide. Là. On dirait que j'ai comme perdu un peu la notion du temps là, dans ces moments-là. Là. Mais tu sais, ils ont refermé, ils ont ramassé là, la salle, puis après ça, ils ont transféré la civière là, dans le fond, ils m'ont transféré là, dans le lit, puis pour aller là, jusqu'en salle de réveil. C'est sûr qu'après, quand j'étais en salle de réveil, j'ai eu des moments plus difficiles aussi parce que là, t'as comme... tu sais, aussi, à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on m'avait pas mentionné ou que, en tout cas, moi, j'étais pas au courant, là, mais les genres de contractions utérines, pour moi, ça a été épouvantable. Ils m'ont donné, tu sais, des médicaments pour soulager la douleur, mais je les sentais arriver, là, puis j'étais comme... Tu sais, je crispais, là, puis j'étais... T'avais mal en plus à ta cicatrice, ça t'appelait, plus là, les... C'est ça, tu sais, j'avais la plaie qui, tu sais, ça brûlait, j'avais les contractions utérines, puis moi, je savais pas trop ce qui se passait. À un moment donné, c'est sûr, j'ai posé les questions, là. Mais, tu sais, il y a comme eu tout ça, puis quand ils viennent appuyer, là, tu sais, sur ton ventre, puis ça, moi, je voyais l'infirmière arriver, là, puis je partais à pleurer, tu sais, je savais, là, que ça s'en venait.
Puis c'est ça, une fois en salle de réveil, ben nous, on avait choisi, dans le fond, le biberon. Moi, j'ai pas allaité, là, mes 2 grossesses, mes 2 bébés, j'ai pas allaité, c'est par choix, tout simplement. Fait que ils nous ont apporté, là, les laits, là, maternisés. C'est mon conjoint, là, qui a donné, tu sais, j'ai justement la première photo, tu sais, qu'on a. Tu sais, je suis assise dans le lit, puis il est comme assis, là, à ma droite, puis avec le bébé, puis il donne le biberon. Fait que c'était un petit peu ton premier contact avec ton bébé. Oui, c'était mon premier contact, mais on dirait que j'étais pas à l'aise de le prendre. C'est sûr, j'avais beaucoup de douleur, donc j'étais pas confortable non plus de le prendre. Donc, il y a quand même eu un bon moment là, avant. Je pense que même mon père l'a pris avant là, que moi, je le prenne. Mais ça m'a donné quand même du temps pour faire redescendre un peu, justement, là, les émotions de tout ce qui venait de se passer. Fait que c'est ça, là, dans le courant, là, tu es arrivé là, vers midi. Dans le courant, le milieu d'après-midi à peu près, là, j'étais comme, OK, on va... J'ai commencé par le mettre comme à côté. Puis là, tu sais, c'est ça, là, tranquillement, on dirait... à reconnecter ou à connecter avec ce petit bébé-là. Puis, comme la naissance a été plus que précipitée, comment de se connecter après à son bébé? Est-ce que tu crois que c'est plus difficile? Est-ce que ça t'a nécessité plus de temps à l'apprivoiser, ce nouveau rôle-là? Parce qu'en plus d'une naissance précipitée comme ça, mais c'était la naissance d'une maman, tu sais, t'avais pas encore d'enfant, donc c'était beaucoup d'inconnus à la fois, puis de moments déstabilisants aussi. Donc, comment ça a été pour toi d'apprendre à connecter avec ton bébé? Est-ce que ça a été, t'as senti que ça s'est fait naturellement, facilement, ou pour toi, ça a nécessité plus de temps vu les circonstances? Ça a nécessité quand même un peu plus de temps, je dirais. Mais tu sais, je le sentais là, que ça s'en venait quand même. Puis tu sais, j'étais contente d'avoir mon bébé est en santé. Tu sais, je le trouvais donc beau, je le trouvais donc mignon. Tu sais, je me rappelle, tu sais, de ces premiers moments-là. Puis tu sais, j'en garde quand même un bon souvenir. Mais ça a quand même pris plusieurs jours, semaines, mettons, à tranquillement, parce que moi-même, j'étais pas bien. Tu sais, après, justement, ce qui s'était passé, ben là, moi, j'ai fait des cauchemars, en fait, là, pendant des mois, là, après, là. Tu sais, je revivais ces moments-là. Tu sais, je pleurais dans la douche le soir. C'était... ça a été des mois quand même difficiles après. Mais j'ai eu la chance quand même que mon conjoint était hyper présent. Il s'est occupé de beaucoup de choses. Tu sais, justement, ben après l'accouchement, tu sais, nous, bébé dormait pas dans notre chambre. Nous, on avait la chambre, là, vraiment à part pour bébé. Mais là, moi, me lever du lit, tu sais, revenir, tu sais, c'est mon conjoint, mon chum, il allait chercher bébé, on donnait le biberon. Puis là, tu sais, j'ai commencé tranquillement, pas vite, à donner le biberon, à vraiment plus... me rapprocher, faire le petit du pot à pot aussi, là. Tu sais, c'est quelque chose que j'avais pas tant exploré non plus au début. Puis j'étais tellement pas confortable, j'étais pas bien, j'avais mal, que ça a pris quand même, là, quand même un bon, peut-être, tu sais, je dirais un bon 2 semaines, là, tu sais, le temps que, mettons, les premières... ces étapes, là, après post-opératoire un peu, là, de reprendre une routine, d'être capable de me déplacer un peu par moi-même. Puis plus d'autonomie. C'est ça, plus d'autonomie. On dirait que je me faisais pas assez confiance de prendre justement un bébé et de m'en occuper un petit peu plus parce que je me sentais pas bien. Puis moi, j'avais de la misère à comme me gérer moi-même, là. Ouais. Fait que c'est sûr que ça a pris du temps. Mais je pense pas que la connexion est moins forte pour autant, mettons. Non, c'est ça. Tu te sentais quand même connecté à ton bébé. Tu avais juste besoin, toi, de ton espace, un petit peu plus de temps. Puis, tu sais, c'est bien parce que c'est là qu'on a vu l'application de papa, puis que vous avez fait quand même un très beau travail d'équipe là, dans tout ça. Puis ça t'a permis, toi, de te connecter, d'être connecté, mais de te rapprocher étape par étape selon tes limites à toi. Là. C'est important, justement. C'est quelque chose qui est important, je pense, de discuter avec son conjoint, là. Tu sais, de qu'est-ce que nous, on a besoin. Puis des fois, en tant que maman... Tu sais, dans plusieurs contextes, on s'oublie beaucoup. Puis, j'ai pas cette habitude-là nécessairement de m'oublier. Fait que, dès le début, j'ai dit, je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien. Fait que c'est lui qui prenait le relais. Puis, tu sais, honnêtement, ça a été... ça a été naturel. C'est sûr que ça a été quand même facilitant dans notre contexte de donner le biberon parce que on avait plus de flexibilité, là, justement. Là, il pouvait donner le biberon, puis... c'était plus facile comme ça, là, mais dans notre contexte, là, ça a été... ça l'a quand même beaucoup aidé, là. Est-ce que, Alex, une césarienne d'urgence versus une césarienne planifiée, il peut y avoir une différence dans mettons, la convalescence, puis on va en reparler après de ta convalescence, mais dans la convalescence puis dans la douleur
après coup? Est-ce que tu sais si, des fois, dans la précipitation de l'événement, dans l'urgence de la situation, est-ce qu'une césarienne d'urgence peut être un petit peu plus complexe physiquement parce qu'il y a le choc aussi qui est là-dessus? Je n'ai pas nécessairement d'informations tant sur le plan physique. Est-ce que ça peut un petit peu plus brasser et faire en sorte qu'il y a certains éléments qui peuvent rendre le tout un petit peu plus difficile, physiquement? Pas tant, mais c'est sûr que sur le plan psychologique, comme j'en parlais tout à l'heure, là, ça a quand même un impact assez significatif. Le fait qu'on a quand même un taux de césarienne 25%, c'est quand même assez élevé là, quand l'Organisation mondiale de la santé suggère un taux de césarienne d'autour de 15%. On tend un peu à banaliser ça malgré le fait que c'est quand même une chirurgie qui est importante, qui a un impact sur le rétablissement. C'est ça, ça va avoir un impact sur des fois le pot à pot en salle de césarienne n'est pas toujours accessible. Ça peut, pour les mamans qui souhaitent allaiter, ça peut rendre l'allaitement un petit peu plus difficile. L'hospitalisation, ça va être plus long. Le rétablissement, ça va être plus long. Puis là, je compare toujours à un accouchement avec un accouchement vaginal, bien évidemment. Il y a quand même des risques de complications post-opératoires. Mais c'est vraiment plus au niveau psychologique où est-ce que, les mamans qui vont avoir vécu, une naissance pour lesquelles elles conservent certains traumatismes ou un impact négatif, on va souvent avoir tendance à avoir comme réponse facile, tu sais, au moins t'es vivante puis ton bébé il est vivant. Je sais pas si c'est une réponse que t'as déjà eue. Et malheureusement, cette réponse-là qui est tellement pas mal intentionnée de la part de la personne qui le dit, parce que au final, c'est vrai que ce qu'on veut, c'est une maman qui va bien avec un bébé qui va bien. C'est juste que cette maman-là, puis là, j'ai souvent tendance à dire maman, mais il y a des conjoints qui vont vraiment avoir des traumatismes de ça aussi, qui vont avoir eu la peur de perdre leur conjointe, la peur de perdre leur bébé aussi. Ça fait en sorte que d'avoir des fois des paroles, ces paroles-là vont avoir tendance à banaliser l'émotion des parents. Donc, il faut, tu sais, c'est ça, faut verbaliser, il faut peut-être des fois choisir dans tous les contextes, là, mais verbaliser aux bonnes personnes. Nous qui accueillons ces paroles-là, c'est important, rendu là, d'y aller juste d'une écoute active, sans nécessairement, il y a pas nécessairement de bons mots à dire, hein, quelqu'un qui vit un accouchement qui va être traumatisant comme ça. Donc, l'impact sur le plan physique, que ce soit une césarienne d'urgence ou non, il reste que c'est une césarienne, c'est quand même une bonne chirurgie, mais c'est vraiment plus l'impact au niveau psychologique, le fait ce que les mamans vivent, c'est ça, le sentiment d'urgence, le sentiment de perte de contrôle, le fait que, on s'entend, une équipe de salle d'accouchement, c'est un médecin, une infirmière, parfois une deuxième infirmière, parfois un résident, tu sais. Alors que quand on rentre dans une salle de césarienne, c'est au minimum presque 9 personnes dans un bloc opératoire. Dans les salles d'accouchement, on va avoir tendance à diminuer, tamiser un petit peu les lumières. On va créer un environnement un petit peu plus cocooning, relaxant, alors que dans une salle de césarienne, c'est une salle d'op. On est loin du cocooning, là. C'est blanc, c'est clair, puis il fait froid. Fait que tout l'environnement de la salle de césarienne est complètement le contraire à ce qu'on voudrait pour surtout dans un contexte d'urgence, là, complètement le contraire de ce qu'on voit dans une salle d'accouchement où tout va bien. Donc, c'est ça, l'impact psychologique de ça peut vraiment avoir des répercussions, un peu comme tu le disais, sur l'attachement avec son enfant, puis tout le vécu postnatal par la suite, là. Le postpartum. Exact. Est-ce que tu as mentionné, Catherine, tout à l'heure, avoir eu une série de cauchemars là, suite à la césarienne d'urgence. Est-ce que tu as dû aller chercher de l'aide extérieure pour essayer de contrer un petit peu ce trauma-là? Oui, en fait, ça a pris quand même du temps avant de
peut-être vouloir assumer que ça allait pas bien, tu sais. Des fois, tu dis, ça va passer, c'est normal, tu sais, tu viens d'avoir un bébé, tu sais, la chute des hormones, tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis, tu sais, j'ai eu, dans le fond, tu sais, à ma sortie de l'hôpital, moi, ça a été quand même vraiment difficile aussi. Tu sais, moi, un peu plus, puis je sortais avec une jaquette d'hôpital sur le dos le 5 janvier, là, le 7 janvier, mettons, 2 jours plus tard, à peu près, là. Juste me lever, ça a été vraiment épouvantable. Puis moi, c'est qu'il y a eu un délai entre, tu sais, normalement, quand tu as ta césarienne, et là, je parle par expérience de ma deuxième, là, tu sais, ils disent que dès que tu es comme apte à te lever, ben tu dois te lever, tu dois, tu sais, c'est ça, bon, essayer, puis il faut pas que tu restes comme penché. Bon, c'est quelque chose que j'ai pas eu à Olivier. Je me suis levée, là, pratiquement 24 heures post-chirurgie. Est-ce qu'il y avait une raison? Il y a eu des... Je sais pas. Je suis pas allée jusqu'à chercher une raison, mais il y a eu beaucoup de changements de chiffres, beaucoup de choses qui se sont passées. Tu étais beaucoup en douleur aussi. J'avais vraiment beaucoup de douleur. Il fallait te stabiliser avant de penser à te bouger. Oui, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de tremblements après. Tu sais, j'ai eu beaucoup de symptômes post-chirurgie. Puis ça a été long avant que je me lève. J'ai eu la sonde là, pendant presque 24 heures. Et là, il y a eu un changement de chiffre. Après, justement, à peu près 24 heures. Et là, c'était une infirmière, tu sais, était très directe, très, c'est ça, fallait que ça roule, puis, mais super fine, puis elle a tellement été gentille avec moi, sauf que, tu sais, je sais qu'en bout de ligne, elle voulait mon bien, là, mais là, tu sais, mais là, mon Dieu, tu t'es pas encore levé, il faut que tu te lèves, là, c'est super important, là, tu sais, là, fallait que ça roule, mais comme moi, j'étais pas prête du tout, là. Ouais. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on est allé, dans le fond, donner le premier bain. Mais moi, j'ai pas pu y aller, finalement, parce que juste me lever, ça a pris peut-être 30 minutes. Là, elle a dit, on va aller chercher une chaise roulante, on va t'asseoir sur la chaise roulante. Là, m'asseoir sur la chaise roulante. Encore là, tu sais, c'est tout le mouvement à ce niveau-là qui était difficile. Finalement, tu sais, je faisais juste pleurer, là. J'ai comme, tu sais, allez-y, là, moi, je veux rester ici. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui a été difficile. Après ça, on a été suivis dans un CLSC pendant quand même une bonne semaine parce que bébé était très petit à ce moment-là. Tu sais, Olivier pesait 5 livres et 13 à peu près. Puis il était comme limite là, d'avoir comme une jaunisse, puis il gardait pas bien sa température. Fait qu'on a été suivis dans un CLSC. Puis à aucun moment, on m'a demandé si moi, j'étais correcte. À aucun moment. Mais que là, tu sais, on embarque dans l'auto, on débarque l'auto, c'est des choses qui sont difficiles pour moi. J'arrive au CLSC et là, la salle est au bout complètement du building. Et là, je dis à mon chum, je dis, vas-y, je vais aller vous rejoindre au rythme que je suis capable de venir vous rejoindre. Là, je marchais super pas bien. Et là, l'infirmière qui a les bras croisés dans le cadre de porte, étape du pied en me disant, ben voyons, c'est bien long. Oh, tu sais, je me sentais, là, à ce moment-là, là, comme... J'ai jamais senti que j'avais un échec dans mon accouchement. Mais je me voyons, c'est-tu moi qui est pas normal, qui récupère pas bien, tu sais? À aucun moment, on m'a demandé si moi, est-ce que ça va? On m'a jamais posé cette question-là. Puis j'ai l'impression qu'il y a un manque un peu des fois à ce niveau-là. On donne le congé, mais on pose pas tant de questions nécessairement sur maman. Bébé va bien, parfait. Tu sais, les signes vitaux sont beaux, tout est beau pour maman aussi, c'est correct. Et, tu sais, cette infirmière-là, c'était comme venue me chercher quand même. Puis déjà que je me sentais pas bien, c'est ça, j'ai fait des cauchemars pendant vraiment plusieurs mois. Tu sais, des fois, là, je faisais juste me fermer les yeux, là, puis, tu sais, ça venait me chercher, là, je revivais comme ces moments-là tout le temps, encore et encore et encore. Et là, tu sais, ben, viennent les discussions, est-ce qu'on a un deuxième bébé? Puis là, moi, à ce moment-là, j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, oublie ça. Oublie ça, on n'aura jamais de deuxième enfant. Je peux pas revivre ça. On voulait 2 enfants, on a toujours voulu 2 enfants, mais, tu sais, mon chum m'a dit, c'est pas grave. Tu sais, on va être bien quand même avec un enfant. Tu sais, si il y en a un deuxième qui arrive plus tard, ce sera ça, mais on se mettra pas de pression. Tu sais, j'ai vraiment apprécié aussi cette ouverture-là de sa part, parce que, tu sais, il a vu que ça a été difficile, mais, tu sais, lui aussi, il a trouvé ça quand même difficile. Là, ça a été un début de vie pour Olivier quand même, c'est ça, émotionnellement difficile pour les deux. Là, on oublie des fois le papa, mais il ne faut pas les oublier non plus. Tu sais, lui, il a vu tout ça, là, comme d'une vue extérieure. Un peu, c'est ça. Puis finalement, à un moment donné, je me suis dit, ben j'ai vraiment le goût d'avoir un deuxième enfant. Mais tu sais, moi, à ce moment-là, tout ce que j'avais en tête, c'est comme, tu sais, je peux mourir. Là. Moi, j'avais peur de mourir.
Surtout que là, t'avais ton petit Olivier, là, donc, Ouais. c'est ça. Tu sais, c'est comme une peur, là, pour moi, là, c'est ça. Je revivais tous ces moments-là. Et finalement, j'ai été chercher de l'aide. J'ai consulté une psychologue. Dans le fond, nous, avec notre travail, on a un programme d'aide, là, pour les employés. Fait que j'ai été chanceuse, là, rapidement accès à quelqu'un. Okay. Et cette personne-là, là, honnêtement, ça l'a cliqué. Tu sais, des fois, c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui, tu sais, qui nous comprend ou, tu sais, justement, là, qui peut comprendre puis qui peut te donner les bons outils pour, tu sais, pour pouvoir, là, justement, passer à travers ça. Puis j'ai consulté, là, longtemps, là. J'ai été longtemps, là, tu sais, à des rendez-vous, là, aux semaines, après ça, aux 2 semaines, puis on étirait. Puis, à un moment donné, elle s'est dit... Tu sais, que j'avais fait beaucoup de travail, je me sentais quand même bien, mais j'avais encore cette retenue-là que j'en voulais pas de deuxième. J'avais encore beaucoup de craintes. Puis là, c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit, il y a des choses que je peux pas t'aider parce que c'est pas mon domaine. Tu sais, plus le côté médical, les questions que j'avais, tu sais, j'étais restée beaucoup, tu sais, sans réponse. Elle a dit, c'est des choses que je peux pas te donner les réponses que tu voudrais avoir. Fait qu'elle m'a suggéré de consulter justement quelqu'un, une infirmière, un médecin, pour aller poser ces questions-là. Elle dit, je pense que ça t'aiderait à peut-être pas enlever mes craintes, mais du moins rationaliser un peu tout ça. Puis je pense que... Répondre à tes questions aussi, t'informer, t'enseigner. Ça. Fait que là, j'avais, tu sais, ça a été sur quelques mois, j'avais quand même un bon travail qui était fait. Tu sais, je faisais de moins en moins de cauchemars. Là. Ça allait quand même bien. Mais de là à dire, OK, c'est beau, on essaye pour un deuxième. Oui. Bon, c'était autre chose. Et c'est là que j'ai pris rendez-vous, justement. J'avais pris, dans le fond, le dépistage prénatal. Puis il y avait 1 heure d'accompagnement qui était offert, mais que j'ai pris finalement après ma grossesse. Mais, tu sais, cette 1 heure d'accompagnement-là là, a changé ma vie, honnêtement. Là. Tu sais, j'ai pu poser mes questions. Puis c'est un peu là qu'on a un peu rationalisé parce que moi, je savais déjà que si j'allais avoir un deuxième enfant, j'allais pas essayer un accouchement naturel. Pour moi, ça me créait beaucoup d'anxiété de peut-être finir encore en césarienne d'urgence. Donc, je savais que ça irait en césarienne. Et là, de savoir que, c'est de revivre un peu... Tu sais, moi, j'avais juste ce souvenir-là. J'ai pas connu autre chose. Fait que, tu sais, de rationaliser un peu mes peurs, puis de m'expliquer que, ben il y a des choses qu'on peut demander, il y a des choses... Tu parlais tantôt, là, de souhait de naissance, là. Ben c'est un peu ça qu'on a apporté. Puis c'est après, dans le fond, cette discussion-là, que j'ai eu des discussions avec mon chum aussi pour dire, tu sais, bon, je pense qu'on serait prêt, puis que, tu sais, j'avais un peu plus de, comme, laisser aller, puis de confiance, puis qu'on a fait comme étant donné que c'était frais, tu sais, on n'était pas encore en essai, mettons, officiellement pour bébé 2, mais étant donné que cette rencontre-là avait été faite, on s'était dit, mais on va tout de suite écrire comme nos idées. Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé à la première fois? Pour que la deuxième soit mieux. Fait que c'est un peu ça qu'on a fait, là, tu sais. À ma deuxième césarienne, j'avais de la musique, par exemple, j'avais mes écouteurs, tu sais, je m'étais fait une playlist d'avance. Tu sais, il y a des choses que, justement, j'ai demandé pour que ça aille mieux. Tu disais tantôt, il fait froid dans une salle et ils m'ont fait réchauffer des couvertures dans la sécheuse. Fait que, tu sais, avant, tu sais, la préparation puis tout ça, tu sais, c'est toutes des petites choses qui ont un peu adouci l'expérience par après. Mais c'est quand même, tu sais, grâce à oui, il y a eu tout le travail que j'ai consulté, mais c'est vraiment, tu sais, cette expérience-là, cette rencontre-là qui a fait... c'est qu'il y a eu un peu le déclic. Tu t'es senti plus en paix, là. Puis, donc, une deuxième césarienne qui était planifiée cette fois-ci. Qui était planifiée, oui. Puis, ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. On avait, dans le fond, on l'a fait relativement tôt, là. J'étais à 38 semaines et 5 jours. Tu sais, je savais la date. Moi, je suis arrivée, puis le seul moment que je me suis sentie pas en contrôle, c'était au moment où, tu arrives dans la salle, tu marches toi-même jusqu'à la salle, tu sais. Et là, je rentre dans la salle et je fais juste me rappeler, tu sais, ce qui s'était passé avant. Ouais. Et là, tu sais, une petite chute de pression. Mais tout de suite, l'infirmière, puis on s'entend, le contexte est différent. Tu sais, tout le personnel est là. Est-ce que ça va? Là, on me demande à peu près 50 fois si ça allait. Tu sais, l'anesthésiste qui était là, il m'a enlevé l'écouteur. OK, on est rendu à telle étape, on fait telle chose. J'ai dit que j'avais demandé
Moi, les choses un peu médicales, moi, j'ai une phobie des cicatrices épouvantable depuis que je suis toute petite. Moi, c'est d'entendre ces bruits-là autour. J'étais comme, moi, je veux rien entendre. C'est pour ça que j'avais les écouteurs. Puis j'ai dit, là, j'aimerais ça que vous me dites juste les principales étapes. OK, on va ouvrir, puis tu sais, là, j'avais eu la rachidienne, puis honnêtement, ça a tellement bien fonctionné que, tu sais, j'ai absolument rien senti, là. 0. Une toute autre expérience. Là. Vraiment. Puis ils m'ont tout expliqué. J'avais aussi demandé d'avoir... des calmants, si jamais ça allait pas. L'anesthésiste, il a dit, il n'y a pas de problème, on va regarder ça, mais il me demandait, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que ça va? Juste de savoir que j'avais cette option-là, c'est vraiment rassurant. Mais c'est sûr que le contexte d'urgence n'est pas là du tout. Fait que non, c'était vraiment... ça a été vraiment une belle expérience. Une belle expérience. La convalescence a mieux été? Vraiment, vraiment. Quelques heures après la chirurgie, là, j'ai marché moi-même là, jusqu'à la cafétéria. J'étais capable de me déplacer. En sortant de l'hôpital, j'étais capable de mettre des pantalons. Ça a l'air nono, dit de même, mais... Tu sais, la première fois, là, ça a été... Tu prévoyais sortir en jaquette au mois de janvier, là? Oui, là, tu sais, juste d'être capable, tu sais, de m'habiller moi-même, tu sais, de faire mes choses moi-même. Tu sais, ça a été vraiment... tu sais, ça l'a comme bien bouclé la boucle, là, je dirais. Là, ça a mis un baume sur ton expérience précédente, dans le fond. Est-ce que tu as un petit peu comme l'impression que ça... Comment je pourrais dire ça? Que ça oui, ça a mis un baume sur ta première expérience, mais est-ce que ça t'a permis de mieux accepter ta première césarienne? Oui, quand même. Tu sais, c'est sûr que ce que j'ai vécu, ça s'effacera jamais. Non. Fait que, tu sais, j'ai pas le choix de vivre avec. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, ben oui, j'ai fait beaucoup de travail pour comme me sentir mieux puis comme l'accepter. Mais ça a été quand même un gros traumatisme. Puis, je pense que j'aurais pas le choix de vivre avec ces conséquences-là quand même toute ma vie. Tu sais, on regarde un film, par exemple, puis ça se passe pas bien, là. Tu sais, là, tout de suite, là, ça sort tout seul. Puis, tu sais, mon chum, il le sait, là, souvent, quand on le voit que ça s'en vient, là, il va comme passer ces moments-là. Mais, tu sais, c'est sûr que je pense que ça va toujours rester, mais je me sens quand même bien, mettons, en général, si j'y pense pas. On pense pas nécessairement à ça chaque jour, ça va quand même. Mais c'est quand je suis confrontée plus à une situation qui me remet un peu qui me fait revivre un peu ces émotions-là, que là, ben ça vient me chercher. Mais tu sais, comme là, j'en parle aujourd'hui, puis tu sais, oui, j'ai des émotions quand même, là, puis on l'a vu tantôt, mais c'est vraiment moins pire, puis je pense que c'est normal quand même d'en avoir, mais j'ai été plusieurs mois à pas être capable de vulgariser, de parler de qu'est-ce que j'avais vécu. Ça a été long, là, avant que je puisse vraiment en parler, là, même quand j'ai consulté, là, avec la psychologue. Tu sais, quand elle m'a demandé de raconter mon expérience, puis tout ça, ça l'a pris plusieurs essais, là, parce que, tu sais, dès que j'en parlais, là, je venais comme la gorge nouée, puis il y avait plus de son qui sortait, là. C'était comme... ouais. Mais en tout cas, c'est très courageux de ta part d'être venue nous en parler aujourd'hui. J'apprécie, on apprécie vraiment beaucoup. Puis je pense que... Oui, vas-y, je vais te laisser. Mais je pense que ça fait comme un peu, justement, boucler la boucle, tu sais, de comme être en paix avec cette situation-là, puis tu sais, de mettre les mots. Puis je pense que c'est important qu'on en parle parce que, tu sais, je me pensais toute seule à ce moment-là. Puis finalement, quand tu en parles un peu autour de toi, ben tu te rends compte que chaque personne a sa petite histoire. Oui. Puis oui, ça a été positif que je vive un peu dans le déni parce que j'aurais jamais pu penser que ça allait arriver. Fait que moi, j'ai juste... Tu sais, oui, j'ai eu tout le stress puis toutes les émotions liées à ça, mais j'ai pas anticipé, mettons, ce qui pouvait arriver. Ouais. Fait que j'ai comme juste été avec le flow, puis j'avais pas le choix, c'est maintenant, c'est ça. Fait que ça m'a quand même aidée. C'est sûr qu'il y a des choses que, bon, j'aurais peut-être pu me renseigner plus, qui m'auraient rassurée. Mais, tu sais, en bout de ligne, je pense que, tu sais, oui, ça a été plus difficile, le premier, mais là, le deuxième, ça a super bien été. Fait que, tu sais, j'ai quand même, tu sais, je garde quand même des bons souvenirs de ça, là. Ouais. C'est ça l'important. On a toujours à la fin de nos rencontres une petite question du public à te poser. Mais avant, j'avais juste rapidement une autre petite question. Ta deuxième grossesse, justement, est-ce que tu considères que tu as pu bien en profiter malgré probablement plus d'appréhension face à ce qui s'en venait pour la naissance de ton bébé? Oui, quand même. Mais dans le fond, c'est ce qui est arrivé avant ma deuxième grossesse. Moi, j'ai fait une fausse couche à 8 semaines. OK.
Fait que... OK. Ouais, Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est peut-être d'autres types de craintes à ce moment-là. C'est quelque chose c'est des craintes que j'avais pas à ma première grossesse parce que, encore là, tu te dis, ben ça arrive juste aux autres. Moi, je connaissais personne vraiment. Ben oui, finalement, je connaissais plusieurs personnes qui en avaient fait, mais personne n'en avait parlé. Voilà. C'est ça. C'est ça. Fait que, c'est ça, j'ai fait une fausse couche. Fait que là, j'avais cette petite crainte-là. Ben là, tu sais, ça peut arriver n'importe quand. Puis là, on dirait que je me suis mis un peu à... Là, tu voyais plus de scénarios. OK, il est arrivé telle chose à telle personne. Fait que là, c'est sûr que j'avais ce petit stress-là. Mais oui, j'ai quand même plus profité. Puis j'ai pas pensé à l'accouchement du tout le long de ma grossesse. Je me disais, tu sais, ça va être planifié. On a répondu à mes questions. J'ai le temps de me préparer. Mais tu sais, encore là, j'ai pas fait justement de cours prénataux, tout ça. Mais on a un peu peaufiné notre liste de souhaits. Fait que là, tu sais, mon chum aussi était quand même plus en confiance à ce moment-là, là, à cette deuxième rencontre-là. Là, fait que oui, j'ai quand même plus profité, puis j'ai été encore là, encore une fois chanceuse d'avoir une grossesse active. Fait que ça m'a beaucoup aidé aussi à garder comme, c'est ça là, à rester... pas à penser à ce qui pourrait arriver, là, justement, là, mais... Psychologiquement, encore une fois, c'est vraiment le sport pendant ta grossesse qui a pu tout à fait, te garder centré, là. Dans ma vie à tous les jours, là, tu sais, c'est quand même ça qui m'aide beaucoup, là, à pas, justement, là, à évacuer tout ce stress-là et ces émotions-là, mais oui, j'ai pu profiter quand même. Tu sais, j'encourage les gens à aller chercher de l'aide, tu sais, quand des fois, tu dis, ouais, j'en ai pas tant besoin, mais... Tu sais, au pire, ça va être une consultation. Puis c'est tout, là. Mais des fois, juste de parler, des fois, c'est peut-être une travailleuse sociale, tu sais, parce que je sais que les ressources, des fois, c'est difficile, mais tu sais, faut pas hésiter à aller en parler. Moi, j'ai été longtemps à me dire, j'en ai pas besoin. Je vais être correct, c'est ça, ça va passer. Mais non, tu sais, il faut comme l'accepter que, bon, on a besoin d'aide, il faut aller le chercher, puis je pense que c'est important, ça, Puis c'est des ressources, je trouve, en tout cas, moi, personnellement, qu'on m'a pas offert nécessairement. Tu sais, quand je suis sortie de l'hôpital, est-ce que tu as besoin? Tu sais, on te remet plein de pamphlets, plein d'informations, toutes sortes de choses, puis on n'a pas... Tu sais, peut-être qu'il y en avait de l'information, mais on n'a pas axé sur ça du tout. On m'a pas demandé si moi, j'avais besoin. Des ressources psychologiques. C'est ça. Fait que je pense que, tu sais, c'est important d'aller chercher de l'aide, tu sais, si on a besoin. Puis, tu sais, ça peut être vraiment bénéfique. Tu sais, moi, ça a changé ma perception de tout ça, là, vraiment. C'est beau. C'est vraiment beau. On y va pour la dernière petite question? Oui. Est-ce que tu veux piger ou je pige? Tu peux piger. Je suis bien partie. Oui. OK. Je pense avoir quand même ma petite réponse à cette question. Est-ce que par moment, ça t'est déjà arrivé d'avoir, j'aime pas le mot regretter, là, mais d'avoir... est-ce que tu te dis que tu aurais peut-être aimé vivre un AVAC, qui est un accouchement par voie vaginale après césarienne, pour ta deuxième grossesse, ton deuxième garçon? Pas du tout. Jamais ça t'a traversé l'esprit? Pas du tout, pas du tout. Tu sais, comme je disais au début, moi, les grossesses puis les accouchements, c'était comme... Ça fait partie du processus, puis j'étais quand même très détachée de tout ça. Tu sais, j'avais pas de désir d'accoucher naturellement. Tu sais, versus certaines personnes. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été... c'est ça, tu sais, puis je me disais, ben un AVAC ou un accouchement naturel, tu sais, t'as quand même moins de contrôle, là, mettons. Puis moi, je trouvais ça très rassurant, en deuxième lieu, d'avoir une césarienne. Avec une date. Avec une date. Ouais. On m'a offert 3 dates. J'ai choisi la date. Tu sais, je pouvais, c'est ça. J'avais Tu te sentais en contrôle de la situation. Oui, c'est ça. Je me sentais, super. Je me sentais en contrôle. Je savais, c'était tel jour-là, tu peux planifier. Tu sais, nous, on avait un deuxième coco à la maison. Fait que là... Tout est prévu d'avance. C'est ça, tu sais, les Pas de grands-parents viennent. Tu peux tout préparer. Effectivement, pour moi, ça m'a vraiment aidé. Fait que je regrette pas du tout là, de pas avoir essayé. Là, je pense que dans ma situation... C'était ça qui... Oui, c'était mieux comme ça. Ouais. Puis honnêtement, je suis vraiment en paix avec... tu sais, moi, je suis quelqu'un qui assume à 100% ses décisions. C'est là. Tellement important. Fait que non, j'ai pas aucun regret. C'est tellement important. Puis c'est vraiment beau de t'entendre. C'est beau de voir tout le chemin parcouru, de t'entendre parler de ta première expérience versus la suite. Là, c'est magnifique, vraiment. Je pense que si on s'était parlé entre les deux, là, on n'aurait pas eu... on n'aurait pas eu la même discussion. C'est beau que tu prennes conscience de ce chemin-là parcouru. Honnêtement, c'est gros puis c'est beau. Je pense que c'est important aussi, tu sais, de se dire, hey, t'as réussi, tu sais, de se donner cette petite tape-là sur l'épaule pour dire,
regarde, de traverser tout ça, de passer par-dessus. Puis, tu sais, toutes ces choses-là sont bénéfiques dans ma vie, là, parce que, tu sais, au travail, là, on a des situations, des fois, là, c'est... Tu sais, j'ai des situations pas évidentes, ça a été stressant, puis, tu sais, c'est là que tu as comme tous ces apprentissages-là que tu peux comme réutiliser dans d'autres situations aussi. Fait que je pense qu'en bout de ligne, même si ça a été difficile, malgré tout, il y a quand même beaucoup de positifs qui sortent de ça parce que il y a beaucoup d'apprentissage qui ressort de ça, puis que... Effectivement. Ça fait qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Oui. Puis, je suis sûre que tes garçons vont être très fiers de leur maman quand ils vont être plus en âge de comprendre leur histoire. Tu vas être un beau modèle de résilience puis de persévérance pour eux. Oui. Merci beaucoup, Catherine. Merci de m'avoir reçu. Vraiment apprécié ta générosité de venir nous partager tout ça. Là, on est... on est bien contente. Oui, puis je trouve ça beau que tu as dit que ça venait probablement fermer la boucle, là, tout ça. Je suis bien contente de t'entendre, puis c'est assez émouvant. Mais merci. Merci. Bye-bye. Les histoires prénataux. Paroles d'experts, récits de vie, tout sur la parentalité et la santé de la femme. Suivez-nous sur nos plateformes et abonnez-vous pour découvrir nos prochaines rencontres inspirantes.